Aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé sur le sujet d'analyse fonctionnelle. Pour cela, on va suivre ce plan. On a premièrement une introduction, on passe aux besoins, le cycle de vie d'un produit, l'entreprise industrielle, la réponse aux besoins, le processus, l'analyse fonctionnelle du besoin interne et externe, on a un exemple et enfin une petite conclusion. L'analyse fonctionnelle consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit placé dans un système pour satisfaire les besoins de son utilisateur. Le besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par l'utilisateur et le pousse à acheter des produits. On a deux catégories de besoins. La première catégorie, c'est le besoin du point de vue de l'utilisateur, peut-être soit un besoin primaire qui est nécessaire à la vie de l'utilisateur, comme les vêtements, les nourritures, etc. On a le besoin secondaire, elle est nécessaire mais non indispensable à la vie de l'utilisateur, comme les moyens de transport et les moyens de communication. Et on a le besoin tertiaire dont on peut s'en passer sans répercussion sur notre vie. Par exemple, on a les bijoux, les objets de décoration. On a la deuxième catégorie, c'est le besoin du point de vue de l'entreprise. Peut-être un besoin explicite ou il est exprimé par un cahier de charges fonctionnel. Un besoin implicite, elle n'est pas exprimé par le cahier de charges fonctionnel, mais imposé par des normes ou des lois. On a le besoin latent, elle n'est pas encore détecté et auquel on n'a pas de réponse. Le cycle de vie d'un produit. Durant sa vie, le produit passe par les étapes successives suivantes qui constituent le cycle de vie de produit. On a la première étape, c'est analyser le besoin. Analyser le besoin, c'est-à-dire saisir le besoin et le valider. La deuxième étape, c'est étudier la faisabilité, c'est-à-dire établir le cahier de charges fonctionnel, c'est la description des fonctions du produit. On a la troisième étape, c'est concevoir et définir le produit, c'est-à-dire recherche des solutions pour la réaliser du produit, puis déterminer la solution pour la réalisation de ce produit. On a la quatrième étape, c'est étudier la fabrication du produit, c'est-à-dire organiser la procédé de fabrication et réaliser le prototype. On a la cinquième étape, c'est fabriquer le produit, c'est-à-dire fabriquer le produit à faible coût et gérer la production. On a la sixième étape, c'est commercialiser le produit, c'est-à-dire distribuer et vendre du produit. On a la septième étape, utiliser le produit, c'est suivi et évaluation des résultats atteints par le produit. Et la dernière étape, c'est recycler le produit, c'est-à-dire recycler les éléments récupérables. On passe maintenant à l'entreprise industrielle. Une entreprise industrielle est un ensemble de ressources humaines et matérielles qui sont organisées en différents services pour répartir le travail. L'entreprise industrielle fabrique des biens et réalise des bénéfices. L'entreprise industrielle fabrique des biens de production pour répondre aux besoins d'autres entreprises, par exemple la matière première, des machines, des outils. Et l'entreprise industrielle fabrique des biens de consommation pour répondre aux besoins de l'utilisateur, par exemple voiture, machine à laver. On passe maintenant au service de l'entreprise industrielle. Pour répartir le travail, l'entreprise industrielle est organisée en différents services. On a deux services, les services transversaux et les services de production. Pour les services de transversaux, on a des services de management composés de l'administration, la direction, secrétariat, la comptabilité et les ressources humaines. On a le service des finances, assure l'argent et l'investissement pour l'entreprise. Et pour les services de production, on trouve le service marketing qui recherche des besoins et études de marché.
le service de conception, le service de production, le service de distribution et commercialisation. On passe maintenant aux concurrences de l'entreprise industrielle. La concurrence exerce des contraintes économiques sur l'entreprise, ainsi le produit réalisé doit être de qualité et coûter le moins cher possible pour répondre aux attentes du client. Pour survivre face à la concurrence, l'entreprise doit, premièrement, optimiser la gestion des ressources humaines, minimiser les charges, les dépenses directes et indirectes et rechercher des solutions économiques pour que le coût de produit soit faible. Passons maintenant aux réponses aux besoins. Le besoin auquel répond un produit est décrit par l'analyse fonctionnelle à l'aide du diagramme Betacor. Pour réaliser un produit de qualité qui respecte les critères de qualité d'un produit, l'entreprise industrielle doit, après l'étape 1 du cycle de vie, saisir le besoin et le valider. Pour valider un besoin, on cherche les éléments qui poussent le besoin à exister et les éléments qui poussent le besoin à disparaître ou à évoluer. En comparant ces éléments, on peut confirmer la validation du besoin ou pas. Pour décrire le besoin auquel répond un produit, on utilise le diagramme Betacor. Ce diagramme répond à 3 questions. À qui le produit rend-il service? Sur quoi agit-il? Et dans quel but le produit existe-t-il? Pour la qualité d'un produit est l'aptitude du produit à satisfaire le besoin des clients en assurant les exigences suivantes. La conformité à l'usage, c'est-à-dire la satisfaction d'utilisation du produit. La sûreté du fonctionnement, c'est-à-dire cette sûreté décrit la disponibilité d'utilisation du produit et les facteurs qui la conditionnent, c'est-à-dire la fiabilité, les règles de maintenance et la logistique de maintenance. Troisièmement, le respect des délais de fabrication et de livraison. Et finalement, l'optimisation du coût, c'est-à-dire minimisation de la dépense supportée par le fabricant. Pour la validation du produit, avant de lancer le projet de production d'un produit, il faut valider son besoin en répondant aux questions suivantes. Pourquoi ce besoin existe-t-il? Qu'est-ce qui pourrait le faire disparaître ou évoluer? Pour le processus, est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. C'est un outil de modélisation des activités. Un processus est une succession d'activités, d'étapes parfois nommées sous-processus qui concourent à la satisfaction des besoins. Chaque processus a un début et une fin et est décliné en étapes pour lesquelles les points critiques sont identifiés lors de l'analyse. Analyse fonctionnelle des besoins. L'analyse fonctionnelle permet d'utiliser ou d'améliorer ou de créer un produit. Il est la base de l'établissement du cahier de charges fonctionnel. C'est une démarche qui consiste à chercher, ordonner et caractériser les fonctions d'un produit. Il se divise en 2 types, l'analyse fonctionnelle de besoins de type interne et de type externe. Pour l'analyse fonctionnelle externe, lorsque l'analyse fonctionnelle concerne l'usage d'un produit, c'est-à-dire les fonctions qu'il doit assurer pour satisfaire le besoin du client, le produit peut être considéré comme une boîte noire et seules les fonctions qui sortent de la boîte vers l'extérieur sont à prendre en considération. Il exprime le point de vue du client utilisateur et met en évidence les fonctions de service ou de style. L'analyse fonctionnelle interne, ici, le produit n'est plus considéré comme une boîte noire, mais au contraire, l'analyse va porter sur l'intérieur de la boîte pour comprendre ses fonctionnalités internes. Elle exprime le point de vue du concepteur réalisateur du produit. Elle met en évidence les fonctions techniques. Les fonctions de service. Une fonction d'un produit est une action réalisée par un produit pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Les fonctions de service peuvent être des fonctions d'usage pour répondre aux besoins de l'utilisateur, des fonctions de style pour plaire et faire vendre un produit particulier. Passons maintenant au diagramme des interactions, au diagramme pur. Le diagramme des interactions représente les fonctions de service par les liaisons entre le produit et les éléments extérieurs. Les fonctions de service peuvent être des fonctions principales FP. Ce sont des fonctions pour lesquelles le produit a été créé. Elles relient le produit avec 2 éléments extérieurs. Des fonctions contraintes FC, ce sont des fonctions, des réactions ou des adaptations à des éléments du milieu extérieur. Elles relient le produit avec un élément extérieur. Pour établir le diagramme des interactions, on a 2 étapes. Premièrement, il faut placer le produit dans son environnement de travail et recenser tous les éléments en contact avec le produit durant son utilisation. Deuxièmement, on a identifié les fonctions de service principales et contraintes.
Pour le cahier des charges fonctionnelles, le cahier des charges fonctionnelles est le document qui récapitule la démarche et les résultats de l'analyse fonctionnelle des besoins. Il porte donc essentiellement sur les fonctions de service. Le cahier des charges définit les responsabilités des partenaires, demandeurs et concepteurs. Pour le produit, il définit les services attendus, les conditions d'utilisation, les performances, les coûts, les délais de livraison, les variations possibles de prix. Particularité. Le cahier des charges s'occupe des fonctions de service des produits et n'exprime aucune idée de technique. Le contenu du cahier de charges peut être modifié avec l'accord des deux partenaires. Le cahier de charges fonctionnel est composé de 4 parties principales. Premièrement, une présentation générale des problèmes. Il contient les informations générales concernant le produit, marché, contexte du projet, objectifs, énoncé des besoins et environnement du produit. La deuxième partie, une expression fonctionnelle des besoins, c'est une partie principale. Il définit les fonctions de service du produit, les contraintes, les critères d'appréciation et leur niveau et la flexibilité de chaque niveau. La troisième partie, c'est un appel à des variantes. Cette partie fixe les limites à l'étude ou à d'autres solutions possibles. La dernière partie, c'est un cadre de réponse et elle est destinée à simplifier la façon de répondre. Pour le diagramme de composition FAST, on a besoin premièrement de définir la fonction technique. Alors la fonction technique est une action interne au produit entre ses constituants choisie par le concepteur réalisateur dans le cadre d'une solution pour assurer ses fonctions. Le diagramme FAST, c'est un outil qui se présente sous la forme d'un arbre de fonctions portant de fonctions globales ou d'une fonction de service pour aboutir aux solutions techniques et les éléments réalisant de chaque fonction technique. Alors la lecture du diagramme FAST est basée sur une technique interrogative. Lorsqu'on passe au droit, on a la question comment, à gauche pourquoi et au-dessus on a quand. Pour le diagramme SADT ou actigramme A0, c'est une technique structurée d'analyse et de modélisation des systèmes. Elle est constituée d'une fonction globale du système. À l'entrée de cette fonction, on a une matière d'œuvre entrante et à la sortie, on a une matière d'œuvre sortante. On a aussi deux autres sorties secondaires, la sortie information et la sortie annexe ou déchets. Cette fonction est toujours à des contraintes qui sont représentées ici par des contraintes de pilotage. Pour la chaîne des fonctions décrit la structure d'un système automatisé. Il est composé d'une chaîne d'énergie et d'une chaîne d'information. La chaîne d'énergie qui regroupe les unités réalisant les fonctions techniques suivantes: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. La chaîne d'information, elle regroupe les unités réalisant les fonctions techniques suivantes: acquérir, traiter et communiquer. Comme vous voyez sur cette photo, on a la chaîne d'information regroupe les fonctions acquérir, traiter et communiquer, et la chaîne d'énergie regroupe les fonctions alimenter, distribuer, convertir et transmettre. On a aussi une autre chaîne d'action qui est représentée ici par agir. On va traiter maintenant un exemple qui contient toutes les étapes de l'analyse fonctionnelle. Alors l'exemple concerne la porte automatique. Comme on a déjà vu, la première étape de l'analyse fonctionnelle, c'est la bitacorne. La bitacorne de la porte automatique est représentée comme le savoir dans l'image ou bien dans la figure suivante. Alors la porte automatique rend service aux utilisateurs et agit sur les portes, permettre à l'utilisateur l'accès d'un lieu public par ouverture et fermeture des portes. Suivant est le diagramme pieuvre ou bien le diagramme des interactions. Le diagramme des interactions représente des fonctions de service par des liaisons entre le produit et les éléments extérieurs. Des fonctions, soit fonction principale ou bien fonction contrainte. Par exemple, la fonction contrainte numéro 1 qui relie l'utilisateur aux portes automatiques, elle permet de détecter la présence d'utilisateur. La fonction principale reliée les trois éléments, utilisateur, porte automatique et la porte. Permettre à l'utilisateur l'accès d'un lieu public par ouverture et fermeture des portes, et ainsi de suite. L'étape suivante est le diagramme FAST. Le diagramme FAST est représenté en 3 colonnes. Le premier colonne contient les fonctions de service, la deuxième colonne contient les fonctions techniques et la troisième colonne les solutions techniques.
Par exemple, pour la première fonction service de porte automatique, c'est acquérir les informations et divisé en 3 fonctions techniques. La première fonction technique, détecter la présence de personnes devant la porte. La solution technique, c'est la détecteur radar. La deuxième fonction technique, vérifier l'absence d'obstacles entre les venteux, réalisée par un capteur à infrarouge. La troisième fonction, sélectionner le mode de fonctionnement, réalisé par un sélecteur à clef. La deuxième fonction service, c'est traiter les informations. Il n'y a pas de fonction technique, directement une solution qui est réalisée par une carte électronique de commande. La fonction service suivante, c'est transformer le mouvement de rotation en translation réalisé par un système polycourroie. Et la dernière fonction service, agir sur le ventail, divisé en 2 fonctions techniques, lier le ventail à la courroie, réalisé par un chariot, guider le ventail en translation réalisé par un guide plus coulisse de guidage. La deuxième étape, c'est l'étape ou bien l'actigramme A0 et nommé aussi diagramme SADT. Dans l'actigramme de porte automatique, on trouve à l'entrée ou bien dans la matière entrante porte formée, dans la matière sortante porte ouverte, dans les éléments de pilotage, il y a l'élément marche-arrêt, et l'énergie électrique qui permet la commande du système, présence de personnages et le réglage qui permet de contrôler la vitesse, le volume ou bien des autres normes de système de porte automatique. La dernière étape, c'est la chaîne des fonctions. La chaîne des fonctions composée de 2 chaînes, chaîne d'énergie et chaîne d'information. Dans la chaîne d'énergie, on trouve les unités réalisant les fonctions techniques, alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Et dans la chaîne d'information, regroupe les unités réalisant les fonctions techniques suivantes, acquérir, traiter et communiquer. Alors dans la chaîne fonctionnelle de porte automatique, on trouve à l'entrée de la chaîne d'énergie, présence des personnes, dans l'action acquérir réalisée par un capteur, action traiter et communiquer réalisée par une carte électronique. La deuxième chaîne des fonctions. L'entrée de la chaîne d'information, on trouve à l'entrée énergie électrique, l'action alimentaire réalisée par une prise électrique, distribuer réalisée par la carte électronique, convertir par un moteur électrique, transmettre par un système polycourroie et la dernière chaîne, c'est la chaîne d'action. On va passer maintenant aux conclusions. Pour conclure, l'analyse fonctionnelle aide mieux à identifier les besoins du client. Les résultats de l'analyse fonctionnelle sont documentés dans un cahier de charges fonctionnel.